La commission tarifaire tient ses travaux du 2 au 6 août 2019 à l'hôtel Béatrice à la Gombe. Ils ont été ouverts par les directeurs adjoints en charge de l'administration et des finances des douanes congolaises, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila. Les experts examinent les requêtes d'opérateurs économiques des différents secteurs. Plus de détails dans les cœurs de ces magazines. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, croit au développement et à la croissance des grandes, petites et moyennes entreprises en RDC. Elle a organisé pour ce faire à l'Université protestante au Congo 2 journées de sensibilisation et de vulgarisation sur les réformes pour améliorer le climat des affaires. Fiscalité et développement, à la présentation, Priska Sekana Kinzonzi. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des questions économiques, des finances publiques et des dossiers des développements en République démocratique du Congo. Entre mai 2018 et mai 2019, le prix du cobalt a chuté de 64%, parti de $90 000 américains la tonne pour plancher en dessous de $30 000 américains la tonne sur le marché international aujourd'hui. D'après le Fonds monétaire international FMI, cette baisse a connu une accélération de 43% entre janvier et mai de l'année en cours, étant dépendante de fluctuations de cours de matières premières et tirée en grande partie par le secteur extractif. L'économie congolaise subit le coup de cette dégringolade vertigineuse. Qu'est-ce qui explique cette situation? Jérôme Sekana, journaliste économique, va nous fournir les explications sur les raisons et les solutions à cette situation. Mais avant cela, quelles sont les tendances de cours de principales matières premières sur le marché international? Voici les détails dans ces commentaires de Fabien Lubuluba Kayaka. La hausse des prix des produits pétroliers sur le marché international s'est poursuivie comme la semaine dernière. À 61,16 $, le baril à Londres a gagné 0,18%, tout comme à New York où le même baril a coûté 55,19 $ américains à hausse aussi de 1,25%. À 5 875 $, le prix de la tonne du cuivre est en baisse de 0,84%, toujours en dessous des 30 000. La tonne du cobalt a terminé la semaine en légère hausse de 0,04% à 25 593 points. L'once d'or de son côté est en hausse de 0,66% pour se situer cette semaine à 1445,70 $ américains. Par ailleurs, la majorité des prix des produits agricoles sont au rouge. La tonne du maïs est en baisse de 0,19%, se négociant à 400 $ américains. Celle du riz est à 11,71 $, en baisse de 2,01%. Par contre, le prix de la tonne du blé est en hausse de 0,72%, se vendant à 491 $ américains. À 98 $, le prix de la tonne du café est en baisse de 1,51%. Celle du cacao s'est vendue à 2320 $ américains, perdant 1,07% de sa valeur. Et enfin, la tonne du coton a bouclé la semaine en forte chute de 6,77%, se vendant à 59 $ américains. Toujours sur le marché international, Washington taxera à 10% à compter du 1er septembre prochain 300 milliards de dollars américains d'importation chinoise non encore taxées. Annonce faite sur Twitter au milieu de la semaine qui vient de s'achever par les locataires de la Maison-Blanche Donald Trump. Pékin prévient qu'elle prendra aussi des mesures de rétorsion si les États-Unis passent à l'acte. Le président américain justifie sa décision surprise par le fait que la Chine n'a pas tenu à ses yeux 2 engagements très importants, à savoir les achats massifs de produits agricoles américains et le coup d'arrêt aux ventes des fentanyl puissants analgésiques, opioïdes,
à l'origine d'une crise de santé publique aux États-Unis et dont le pays de Mao est l'un des principaux producteurs. Le chef de la diplomatie chinoise a répondu que cette nouvelle menace n'était une voie ni appropriée ni constructive pour résoudre les conflits commerciaux. La Chine ne veut pas d'une guerre commerciale, mais n'a pas peur d'en faire une, a déclaré Wang Shunhing, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Selon Philippe Egoumé, représentant résident du FMI en République démocratique du Congo, le prix du cuivre a baissé de 11% de mai 2018 et mai 2019. Contrairement au cobalt, le prix du cuivre a légèrement augmenté entre janvier et mai 2019 à hauteur de 1,98%. La production du cobalt a ainsi baissé de 45% entre octobre 2018 et mars 2019, pendant que celle du cuivre a diminué de 8% entre juillet et mars 2019. C'est ce que disait le patron du FMI en RDC début juillet 2019. Mais quelles sont les solutions pour sortir de cette situation et surtout permettre à la République démocratique du Congo de matérialiser son programme de développement? Voici l'analyse de Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique et coordonnateur du réseau de journalistes économiques Toile d'Araignée. Oui, je partage votre inquiétude en ce qui concerne la chute vertigineuse du cours du cobalt au niveau du marché international, dans la mesure où cette chute, quand bien même elle s'explique, mais elle devient de plus en plus inquiétante. Il vous souviendra qu'au début de l'année 2018, vers février-mars, le cours du cobalt, la tonne métrique se vendait à quelque chose comme 95 000 dollars américains. Il y avait déjà des prévisions, on disait que le cap des 100 000 dollars la tonne métrique allait même être dépassé. Curieusement, c'est pendant cette même période que notre code minier a été promulgué par le chef de l'État. Alors, au jour d'aujourd'hui, la tonne métrique du métal bleu se vend à 25 593 dollars américains. Et les raisons sont multiples, mais je veux vous en donner plus ou moins deux qui tiennent la route. D'abord, il y a la surproduction au niveau de la République démocratique du Congo, étant entendu que nous sommes le premier pays producteur du cobalt. L'offre mondiale du cobalt est estimée à 100 000 tonnes l'an. Et l'année passée, l'année 2018, nous avons produit dans ce pays 111 000. Donc vous voyez, il y a déjà un dépassement de 11 000 tonnes du cobalt. Et cela est dû au fait qu'il y a beaucoup de mines qui ont commencé à produire, à part la Gécamine et toutes les grandes mines que vous connaissez. Il y a la mine des KCC qui a repris avec la production, ce qui est une situation très intéressante pour nous. Il y a Metal Kolwezi qui exploite les T-Links au niveau des Kolwezi. Il y a des Kazakhs qui travaillent là-bas. Et puis, il y a les artisanaux. Les artisanaux qui produisent en quantité. Bien sûr qu'il y a des sociétés chinoises, pour la plupart clandestines, qui œuvrent là-dedans et qui produisent en quantité industrielle. Et là, le cobalt sort vers l'extérieur du pays. Ce qui fait qu'il y a une certaine surproduction. L'offre étant devenue très supérieure à la demande, il y a de bonnes raisons pour que le prix puisse chuter. Deuxièmement, pendant qu'il y a surproduction en République démocratique du Congo, la Chine est en train de faire ce qu'on appelle le déstockage. C'est-à-dire les réserves accumulées par la Chine. N'oublions pas que c'est tout ce que nous produisons comme cobalt et même le cuivre, nous les vendons spécialement à la Chine parce que c'est là où on fabrique, la Chine étant devenue l'usine du monde, c'est là où on fabrique les batteries électriques qui sont vendues à travers le monde
et même les batteries au lithium, c'est là qu'on fabrique. Donc le gros, je dirais, la totalité de ce que nous produisons, nous envoyons vers la Chine. Et la Chine avait acheté, accumulé des stocks importants du cobalt et a commencé à utiliser ces stocks-là pendant qu'il y avait des discussions ici avec le multinational, entre les multinationales et le gouvernement congolais dans le cadre de la loi, le code minier révisé. Ce qui a fait que, bon, avec ces déstockages au niveau de la Chine et la surproduction, eh bien, il y a eu tellement du cobalt sur le marché international au point que le cours devrait chuter. Maintenant, vous me posez la question de savoir qu'est-ce que nous devons faire. D'abord, nous devons réglementer la production chez nous. Il n'est pas normal que les gens débarquent dans notre pays, exploitent un minerai aussi stratégique que le cobalt. On exploite même l'uranium à des Chikolobo, ce qui est extrêmement grave. Et des gens sont en train de mourir à petit feu là-bas à cause de cette exploitation artisanale. Et des quantités industrielles sortent même par des voies détournées jusqu'à l'extérieur sans que le gouvernement ne puisse s'imposer pour réglementer ça. Donc, la première mesure à faire, c'est de réglementer la production pour essayer de freiner cette surproduction, cette augmentation sensible de l'offre au niveau du marché international et obtenir in fine la montée des cours parce qu'on va créer une certaine rareté sur le marché international. Deuxièmement, il faut contribuer à accélérer les déstockages au niveau de la Chine. Cela veut dire qu'au niveau de la République démocratique du Congo, nous devons avoir une certaine politique pour faire en sorte que, bon, la Chine, comme elle a opté aussi pour consommer ses réserves, dans le but peut-être d'obtenir la chute du cours du cuivre en République démocratique du Congo au niveau de notre production, nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas ici que je veux le dire, il y a beaucoup de stratégies que nous pouvons utiliser pour accélérer ces déstockages et faire en sorte que la Chine soit obligée de pouvoir recourir au cobalt que nous produisons ici et ainsi nous allons obtenir l'augmentation du prix. Mais il y a aussi la CTCPEM. La CTCPEM, qui est la cellule technique de coordination et de planification minière, doit jouer son rôle. Vous savez, vous venez me poser la question, moi je ne suis qu'un journaliste économique expert en mine, mais on devrait voir la CTCPEM prendre le devant, monter au créneau et commencer à expliquer, même ce qu'on nous disait la mercuriale des prix, des matières premières qu'on nous présentait à un certain moment, ne passe plus sur la chaîne nationale. Donc, on doit faire un effort pour que, au niveau de la cellule technique, qu'on arrive à concevoir une stratégie afin de permettre à la République démocratique du Congo de se positionner par ce temps qui court, dans la mesure où le cobalt étant un minerai stratégique au même titre que le lithium, au même titre que le colombo-tantalite, puisse, étant entendu que nous sommes le plus grand pays producteur, que nous puissions arriver à réguler la production et tirer la couverture de notre côté et surtout faire en sorte que le monde qui se trouve dans une mutation énergétique aujourd'hui, même si Trump est en train de promouvoir encore les énergies fossiles pour des raisons électorales aux États-Unis, mais nous devons nous mettre du côté de ceux-là qui défendent la COP 21 pour essayer de promouvoir les énergies renouvelables et propres et obtenir in fine la consommation, l'utilisation à grande échelle des batteries électriques fabriquées à partir du cobalt et au lithium et des terres rares que nous produisons en quantité. Une autre solution à ce problème, il faut accélérer
la révisitation des joint ventures signées entre la GECAMIN et toutes les multinationales qui exploitent le cuivre et le cobalt en République démocratique du Congo. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous devons appliquer le nouveau code minier dans toute sa quintessence, mais également aboutir au partage de la production pour permettre à la République démocratique du Congo de pouvoir vendre également ses propres minéraux sur le marché international. Parce que ne l'oublions pas, les cuivres que nous vendons aujourd'hui, les cobaltes que nous vendons aujourd'hui sur le marché international, ce n'est pas la propriété de la République démocratique du Congo, c'est la propriété des multinationales. L'unique façon que nous avons, nous, les Congolais aujourd'hui, de pouvoir vendre sur le marché international les minéraux stratégiques comme les cobaltes, les cuivres et tout ça, c'est de le faire via la GECAMIN. Et nous avons un exemple patent de cette révisitation des joint ventures, c'est la joint venture qui existe entre la GECAMIN et des IOA à Kolwezi, qui a déjà commencé d'ailleurs à produire les cuivres. Et là-dedans, vous avez la GECAMIN qui a 49% de part au niveau de cette société, et les Chinois ont 51%. Avec comme conséquence heureuse, eh bien, à la fin de l'année, au lieu de remettre de l'argent à la République démocratique du Congo ou d'obliger la GECAMIN à vendre avec des cotes la production, eh bien, la GECAMIN va accéder à des quantités importantes, suffisantes de minéraux, notamment du cobalt et du cuivre. Donc, c'est une autre solution que nous devons mettre sur la table. Il faut que le gouvernement qui arrive puisse aider la GECAMIN à pouvoir révisiter, accélérer la révisitation des joint ventures et faire appliquer dans toute sa quintessence le nouveau code minier. Mais il y a également, il faut préciser ici, il faut booster les réformes fiscales, parafiscales, douanières, et dans une certaine diversification des sources de financement de notre économie nationale. Pourquoi? Parce que vous comprendrez que lorsque le cours du cobalt baisse ou chute sur le marché international, mais cette chute a un impact négatif dans la mobilisation des recettes, dans la mesure où notre croissance est tirée en grande partie par le secteur extractif et en premier les mines. Donc les recettes que nous mobilisons subissent un coût. N'oublions pas que nous mobilisons rien que 4 milliards 600 millions de dollars, et parfois nous remontons jusqu'à 5 milliards en ressources propres, ce qui est insignifiant, ce qui constitue une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux besoins qui sont les nôtres. D'ailleurs, il faut tripler ces budgets, comme je l'ai dit la semaine passée, pour arriver à prendre en charge notamment les fonctionnaires qui ont presque doublé. On est passé de 1,2 million à 2 millions aujourd'hui. Il faut payer la gratuité de l'école primaire promise par le chef de l'État, la prise en charge des militaires, policiers et leurs dépendants par le trésor public en termes de soins de santé primaire. Donc tout ça, ça nécessite de l'argent, et vous avez de la tension sociale, la grève qui couvre partout. Vous avez les professeurs d'université, les enseignants, les médecins, les fonctionnaires. Nous osons croire que au mois de septembre, ici, à la rentrée scolaire, ça va chauffer de partout, d'où la nécessité de prendre des dispositions maintenant pour faire en sorte que les réformes soient boostées et permettre notamment aux régies financières de pouvoir mobiliser. Et surtout, en ce qui concerne les régies financières, le gouvernement, les autorités doivent réfléchir 2 fois avant de nommer des responsables au niveau des régies financières. Pourquoi? Parce que nous devons d'abord, dès que le gouvernement sera désigné, il faut nécessairement un collectif budgétaire. Et qui dit collectif budgétaire, cela veut dire qu'il y aura des rectifications au niveau des lignes budgétaires. Il faut accroître les assignations au niveau des régies financières. Déjà, on a accru de manière exagérée les recettes au niveau de ces 3 régies. Mais si encore on doit revoir à la hausse ces assignations, cela veut dire que les efforts que les régies ont déployés depuis un certain temps doivent être triplés pour arriver à tripler le budget.
Or, pour le moment, les techniciens qui sont en place, les responsables au niveau de la DGI, de la DGDA et de la DGRAD, ce sont des experts qui ont prouvé, notamment de quoi ils sont capables. Au niveau de la DGI, on l'a vu. Au niveau de la DGDA, on l'a vu. Au niveau de la DGRAD, on l'a vu. Alors, si par malheur, le gouvernement s'hasarde à désigner n'importe qui pour venir au niveau de ces régimes, parce que ce sont des postes entre guillemets politiques et les gens doivent être nommés là-bas pour se remplir les poches, ça sera une descente aux enfers pour le gouvernement. Le directeur général adjoint en charge de l'administration et des finances de douane et accises, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, a ouvert ce vendredi 2 août 2019 à l'hôtel Béatrice le travaux de la commission tarifaire. Les experts de cette structure vont examiner les requêtes du monde économique comme celles liées à la protection de l'industrie locale de produits cosmétiques, aux avantages des importations du secteur du ciment ou encore l'élaboration d'une proposition d'arrêté pour réglementer l'importation de besoins d'équipements à monter en République démocratique du Congo, ainsi que le droit d'accise à appliquer à certaines matières plastiques. Reportage de Jean-Lumière Suekama et Étienne Kumba à Benga. C'est une structure technique du gouvernement bien rodée dont les experts se réunissent durant 3 jours à l'hôtel Béatrice. Cette session de la commission tarifaire dont la direction générale des douanes et accises assure le secrétariat technique a été ouverte par son directeur général adjoint en charge de l'administration et finances, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, accompagné de son homologue chargé des questions techniques, Simon Urbain Nzukamapengo. Le numéro 2 des douanes congolaises a rappelé le cadre légal et juridique de la commission tarifaire. La commission tarifaire est un organe technique du gouvernement créé par l'ordonnance numéro 72/101 du 21 février 1972, modifié par le décret numéro 04/019 du 23 février 2004. Elle relève de l'autorité directe du ministre ayant en charge des finances dans ses attributions et se réunit sur convocation de ce dernier ou de son délégué afin d'examiner les problèmes touchant à la nomenclature tarifaire et à la politique fiscale et douanière du pays. Il a ensuite relevé les requêtes qui font l'objet de la tenue de la commission tarifaire. La requête des membres de la FEC du secteur des plastiques par rapport au nouveau code des accises. La requête des industriels du secteur des cosmétiques demandant la protection de l'État à l'égard de leurs unités de production face aux importations de produits similaires. L'examen de la possibilité de reconduction des facilités fiscales à l'importation accordée aux industriels du secteur du ciment et l'adoption du projet du nouvel arrêté sur les collections d'assemblage CKD-MKD qui tient compte de l'évolution de l'environnement socio-économique du pays. La troisième requête appelle la commission tarifaire à proposer au gouvernement un draft d'un nouvel arrêté. S'agissant du point relatif à l'adoption du projet du nouvel arrêté sur les régimes de collection d'assemblage CKD-MKD, je me permets de rappeler que ces régimes confèrent une préférence tarifaire aux biens importés dans un état complètement démonté ou semi-démonté sur le territoire congolais. Ils visent à encourager le montage industriel des biens d'équipement et le transfert des technologies dans notre pays. À ce sujet, l'arrêté ministériel qui réglemente ces régimes date des années 1990. Il s'avère totalement dépassé dès lors que la situation socio-économique du pays a beaucoup changé. Jean-Baptiste Nkongolo a souhaité voir les opérateurs des secteurs économiques concernés par la requête
Il a été rassuré par les délégués de la Fédération des entreprises du Congo qui ont reçu mandat de leur part et qui maîtrisent les problèmes soulevés par les dites requêtes. Les experts de la commission tarifaire, après examen des différents dossiers, transmettront au gouvernement leurs avis, considérations et recommandations. La fin des travaux est prévue pour le mardi 6 août 2019 dans la soirée. Autre chose à présent, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, a organisé le 30 et 31 juillet 2019 dans l'enceinte de l'Université protestante au Congo, UPC, 2 journées de sensibilisation et de vulgarisation des réformes entreprises sur l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, la promotion de grandes, petites et moyennes entreprises évoluant au pays. Objectif: consolider la confiance de ces PME et PMI en République démocratique du Congo. Reportage de Jocelyn Baba et Étienne Abenga. Insécurité juridique et judiciaire de tous ordres. Présenter les différentes réformes engagées par le gouvernement congolais dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires en vue de favoriser le développement économique du pays. C'est l'objectif majeur poursuivi par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI à travers ces journées de sensibilisation et de vulgarisation des réformes du climat des affaires en RDC. Occasion pour le directeur général de cette institution d'exhorter tous les opérateurs économiques, surtout ceux évoluant dans l'informel, à formaliser leurs activités. Il était aussi question de faire comprendre au monde des affaires les bases juridiques qui garantissent la sécurité de leurs activités économiques. Il en découle que les petites, moyennes et micro-entreprises congolaises se retrouvent dans une insécurité juridique et judiciaire de tous ordres. Car en voulant à tout prix échapper aux pesanteurs soient-elles illégales, légales, réglementaires, elles deviennent, je préfère le dire en baissant la voix sans contredit, la proie de tout chercheur de gains faciles et cible de certains agents véreux des administrations. À mieux examiner cette situation, l'on se retrouve aussi devant un problème réel d'encadrement des petites et moyennes et micro-entreprises congolaises qui, pour la plupart, sont victimes de leur propre ignorance sur les nombreuses facilités pourtant accordées par l'État afin de créer une véritable éclosion de la classe moyenne congolaise en vue de la création d'emplois et de richesses. La question que je pose toujours, avant de se lancer dans le commerce, est-ce qu'on a fait une due diligence ? Est-ce qu'on a fait son business plan? Est-ce qu'on a étudié le marché? Étant donné que les PME et les grandes entreprises sont considérées comme les socles du développement, le Conseil technique du gouvernement en charge de l'assainissement du climat des affaires et de la promotion des investissements s'est dit prêt à accompagner tous les opérateurs économiques dans le processus de création des entreprises. Restons encore à l'UPC, cette fois-ci avec la Direction générale des impôts DGI, représentée par son directeur chargé des études statistiques et communication, Laurent Mabiala, représentant le patron des impôts congolais à ses assises, a parlé de réformes entreprises sur l'amélioration du climat des affaires axé sur la fiscalité applicable aux PME. Retrouvons une fois de plus Jocelyn Baba et Étienne Kumba dans ce reportage. En migration vers l'informatisation de ces services, la Direction générale des impôts, DGI, a davantage besoin de réformes pour donner à l'État les ressources nécessaires susceptibles de répondre aux besoins de la nation. Pour ce faire, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries ainsi que les grandes entreprises sont contraintes de comprendre les grandes réformes et innovations contenues dans la loi des finances de l'année 2019. Ces réformes ont été expliquées par le directeur en charge des statistiques et de communication de la DGI, Laurent Mabiala, lors de ces journées de sensibilisation et de vulgarisation initiées par l'ANAPI devant un parterre d'opérateurs économiques. La DGI a été appelée à faire une communication concernant la fiscalité avec les PME. Et que donc, dans notre communication, nous avons plus expliqué aux petites et moyennes entreprises d'abord le régime qui est le leur, ainsi que ce que la loi des finances pour l'année 2019 a prévu par rapport aux différentes réformes fiscales qui les concernent. Et en substance, je peux dire que pour les PME, nous avons la grande réforme sur l'impôt sur le bénéfice qui passe de 35% à 30%.
Pour les hyper, vous avez vu la modification du barème qui pratiquement accorde un bonus fiscal, étant entendu qu'aujourd'hui, tous les smicards de la République démocratique du Congo qui perçoivent donc en deçà de 1 944 000 francs congolais de rémunération annuelle ne payent plus l'impôt sur les professionnels sur les rémunérations. Donc une façon de dire qu'aujourd'hui l'État congolais a fait un cadeau fiscal à tous les citoyens congolais qui perçoivent le salaire minimum interprofessionnel garanti. Le directeur en charge des études, statistiques et communication de la Direction générale des impôts a aussi précisé que les petites entreprises ne sont pas assujetties à la TVA. Car selon Laura Mabiala, la loi fiscale fixe les seuils d'assujettissement à cet impôt à hauteur de 80 millions de francs congolais de chiffre d'affaires, sauf option volontaire de leur part. Une autre structure qui a pris part à ces 2 journées de sensibilisation et de vulgarisation de réformes sur les climats des affaires en RDC, c'est l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. Son directeur général Alain Kaninda a parlé de l'accès au crédit et de réformes dans le domaine des assurances en RDC. Selon lui, ces domaines améliorent le climat des affaires et le développement économique du pays. Reportage de Jocelyn Baba, Étienne Koumba, dans un commentaire ici rendu par Naomi Makwela. Accès au crédit et réforme sur les assurances, tel est le sous-thème sur lequel a exposé le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. Au cours de ces assises organisées par l'ANAPI, Alain Kaninda a martelé sur les différentes réformes et la marche à suivre pour devenir une société d'assurance sur le sol congolais. Un domaine qui peut booster non seulement le climat des affaires, mais aussi le développement économique de la République démocratique du Congo. Nous avons eu, en tant qu'autorité de régulation et de contrôle du secteur des assurances, l'opportunité d'apporter une contribution pour expliquer comment la libéralisation des assurances va impacter positivement le secteur financier, principalement pour l'octroi des crédits dans le secteur bancaire. Et nous avons expliqué que grâce à la libéralisation, et grâce également aux échanges que nous avons initiés avec l'Association congolaise des banques ainsi que la Banque centrale, à très court terme ou à moyen terme plutôt je dirais, le secteur bancaire pourra avoir un impact en termes de taux d'intérêt, puisque si les promoteurs de projets sont assurés, sont couverts par des polices d'assurance, pourront accéder beaucoup plus facilement au crédit bancaire, mais également en même temps, puisque le secteur des assurances va apporter des flux financiers et une épargne à plus long terme, cela permettra également aux banques de pouvoir mettre à disposition de la population et des entrepreneurs des crédits qui soient un peu plus longs également et qui leur permettra de faire des investissements et de participer au développement économique du pays. En tant que régulateur, l'ARCA est non seulement pilote ou arbitre, mais aussi et surtout l'animateur d'un secteur à haut potentiel pour un marché d'assurance dynamique, inclusif, équitable et conforme aux standards internationaux. Rendons-nous à l'intérieur du pays où le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebi Kebol-Mvoul, vient de séjourner dans la ville de Goma au Nord Kivu. Objectif de sa mission, évaluer quelques projets financés par son institution dans cette partie du territoire national. Patrice Kitebi a visité tour à tour la boucherie Sobago, l'usine Confibloc et l'hôtel Serena. Les directeurs généraux du FPI ont encouragé ces promoteurs qui s'investissent à fond pour l'émergence de projets qui ont bénéficié du financement du FPI. Commentaire signé Ruben Mayoni sur les images de nos confrères du service de communication du FPI. En visite d'itinérance d'inspection des projets dans la ville de Goma, au Nord Kivu, le directeur général du FPI, Patrice Kitebi, accompagné de quelques cadres de cette institution, s'est d'abord rendu à Sobago, célèbre boucherie et abattoir de cette ville. Cette unité de production qui existe depuis les années 1980 présente à ce jour un état de vétusté avancé. Je crois qu'il faut réfléchir pas en termes de réhabilitation. Parce qu'en 86, c'est quand même un peu vieux. Maintenant, il faut plutôt modernisation, rénovation. Credo de ses responsables, recevoir du FPI un crédit pour leur permettre de rénover cette boucherie et abattoir
une vraie référence de la ville de Goma. L'État devient de plus en plus notre partenaire pour nous aider à pouvoir réhabiliter ou à moderniser notre appareil de production qui est la Sabago. Nous avons vraiment besoin des moyens pour moderniser notre unité de production. Et nous comptons beaucoup sur les FPI. Comme vous le savez, les FPI c'est une institution qui finance les projets dans le secteur de l'industrie. Là, nous ne demandons pas la subvention, mais nous demandons un prêt, évidemment abordable, que nous devrons rembourser une fois notre appareil réhabilité. En pleine reconstruction, la République démocratique du Congo a besoin de matériaux de construction de tout genre. Fort de cela, Patrice Kitebi s'est ensuite rendu à l'usine Confibloc, spécialisée dans la production de blocs béton, des pavés, des pierres plates et autres matériaux de construction. Cette unité de production couvre aujourd'hui 60% de la demande de la ville de Goma. Confibloc a reçu du FPI un crédit de 400 000 $ américains et compte avoir un crédit supplémentaire afin de maximiser sa production. Une visite du patron du FPI qui constitue un motif d'encouragement pour le gérant de Confibloc. Avec son arrivée ici dans notre usine, notre industrie, nous sentons que nous avons quelque chose que FPI suit de près. Et ça nous donne vraiment le courage de continuer. Et surtout qu'il nous a dit de continuer davantage parce qu'après un temps, nous allons commencer à recevoir notre bénéfice quand nous aurons déjà fini avec le paiement de la dette que nous avons consentie au niveau de FPI. Enfin, la délégation du FPI s'est rendue au chantier de l'hôtel Serena Goma, mieux connu sous l'appellation de IUC 2. Ce grand hôtel 5 étoiles qui va être inauguré dans les tout prochains jours, dans cette partie du pays a reçu du FPI un financement de 3,5 millions de $ américains qui ont permis à l'acquisition de plusieurs équipements. Nous avons eu 3 500 000 $. Avec les 3 500 000 $, c'était un financement des FPI. Nous avons acheté beaucoup de matériel comme le matériel de cuisine et le matériel de buanderie. L'évaluation des projets terminée, le directeur général du FPI s'est dit satisfait de l'engagement de ses promoteurs qui sont déterminés à accompagner la République démocratique du Congo dans sa vision de développement. Patrice Kitebi Kibonvoul a réaffirmé l'accompagnement du Fonds de promotion de l'industrie. Éducation à présent, l'Institut supérieur de sciences infirmières, ici Montcollet, vient de mettre sur le marché de l'emploi près de 40 infirmières. La cérémonie de collation de grades académiques est intervenue le mercredi 31 juillet 2019 en présence de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo-Mampon, devenu sénateur. Grâce à ses nombreuses contributions depuis des années pour la bonne marche de cette institution d'enseignement supérieur et universitaire, le président de la Fondation Mampon a été décoré par le responsable de l'ESI. Reportage de Michel Wangui et Fonfon Makitodoma. L'Institut supérieur des sciences infirmières, ici Montcollet, qui forme des infirmiers et infirmières d'un niveau élevé, vient de mettre sur le marché de l'emploi près d'une quarantaine de licenciés en sciences infirmières. L'ICI Montcollet bénéficie d'un accompagnement scientifique d'autres établissements d'enseignement supérieur et universitaire du pays et de l'étranger, notamment du Canada et de la Suisse, ce qui fait de lui une école pilote de formation des personnels de santé. L'Institut compte également sur certains partenaires dont la Fondation Mampon. Son président, le sénateur Matata Ponyo, a été convié à la collation des grades académiques et a offert des cadeaux aux lauréats composés d'épargne et de livres. Il en a profité pour prodiguer quelques conseils aux nouvelles infirmières. Aux jeunes infirmières, j'ai toujours pensé que la santé et l'éducation constituent les piliers du progrès de l'humanité. Chères infirmières, nous sommes très fiers de vous toutes ici. Non seulement vous êtes intelligentes, mais vous êtes aussi très jolies. Nous ne doutons pas de vos compétences parce que vous l'avez démontré ici et nous vous félicitons. Autant nous félicitons les parents dont nous avons apprécié la présence ici et dont il n'est pas difficile de réaliser les liens indélébiles
et indestructible qui existe entre les parents et leurs filles. Nous ne pouvons que insister sur la nécessité d'avoir une infirmière de qualité pour sauver les vies humaines. Le malade, quand il arrive, avant que le médecin ne puisse s'occuper de lui, il a affaire à un infirmier, il a affaire à une infirmière. C'est donc par votre sourire, c'est donc par votre disponibilité, c'est par votre bonté et par votre compétence que ces malades peuvent effectivement attendre avec assurance le médecin qui viendra les soigner. Donc votre rôle est un rôle primordial, c'est un rôle important. Il n'y a pas de saut métier. Si vous êtes la meilleure infirmière ici ou de l'ici, mais alors sachez que le monde construira une autoroute pour vous chercher là où vous êtes, quels que soient les lieux, la ville, le village où vous serez. Pour avoir contribué au bon fonctionnement de l'ICI depuis plusieurs années, Madame Pogno a été décorée par sa directrice générale, Marcia Risti. Depuis sa création, il y a 20 ans, l'ICI Moncolé a mis 430 diplômés sur le marché de l'emploi. L'Institut compte jusque-là une seule filière, à l'occurrence les sciences infirmières, et compte intégrer pour bientôt l'option sage-femme. Rendons-nous à présent à la douane congolaise où, à l'occasion de son 8e anniversaire, les collectifs pour les développements de la République par l'excellence Codrex ASBEL a organisé samedi 3 août dernier à Kempinski, Fleuve Congo Hôtel, une matinée de réflexion. Au cours de cette manifestation, un nouvel ouvrage a été présenté par le président du Codrex intitulé « La jeunesse est un état d'esprit ». Une cérémonie qui a connu la participation remarquée des officiels de la Direction générale de douane et axes DGDA. Didi Mavambu et Céline Bumba nous en disent plus dans ce reportage. 14 ans après, Deo Rugwiza toujours les mêmes, c'est ce qu'on peut déjà lire à la couverture de ce nouvel ouvrage intitulé « La jeunesse est un état d'esprit ». Ces livres rédigés par Aaron Kshani Kayembe qui résume les grandes réalisations du champion de la bonne gouvernance a été présenté officiellement au public à l'occasion de la célébration du 8e anniversaire du collectif pour le développement de la République par l'excellence Codrex ASBEL. De 2005 à 2019, le roi de la mobilisation des recettes publiques s'est distingué par sa gestion orthodoxe de la douane congolaise qui a favorisé surtout un accroissement des recettes de plus de 450%. Voici l'une des raisons pour lesquelles le Codrex lui a décerné ses diplômes d'excellence et de mérite civique pour avoir d'abord hissé la DGDA au rang de meilleures administrations douanières de l'Afrique et ensuite pour sa lutte acharnée contre les antivaleurs. Pour changer ce pays, ça c'est le discours de l'Église. Il y a 3 petites choses qu'il faut faire. La discipline des dirigeants, le développement de la population et la bonne intelligence avec la communauté internationale. Et je me dis, le jour où il y aura 1000 roupies à la douane fera au moins 20 milliards de dollars. Le pasteur Godem Poyi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui reconnaît les valeurs de Deo Rugwiza Magera, a aussi été honoré par le Codrex qui lui a décerné les diplômes d'excellence et de mérite civique. Cet ancien cadre de la douane congolaise a mérité ces prix pour son franc-parler qu'il a élevé à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le dernier primé, c'est le député honoraire Georges Chilenge pour son sens élevé de l'encadrement de la jeunesse et sa générosité légendaire au profit des projets communautaires. Cérémonie marquée surtout par la réflexion autour du thème « Lever le voile opaque des antivaleurs pour l'émergence de la RDC », des exposés et échanges qui ont condamné la corruption et tous les antivaleurs à éradiquer absolument à la faveur de la promotion des valeurs, synonyme de croissance et de développement durable. Et Deo Rugwiza Magera et les types d'hommes
dont le Congo a grandement besoin pour tourner le dos à la misère noire qui les hante depuis plusieurs années. Une note circulaire portant suspension de nouveaux lotissements dans la ville de Kinshasa et un communiqué officiel y afférent viennent de nous parvenir, émanant du gouverneur de la ville, la province de Kinshasa. Découvrons ensemble la teneur de ces deux documents. Le gouverneur de la ville de Kinshasa informe l'opinion publique qu'il se constate à ce jour le non-respect des normes urbanistiques universellement admises dans les nouveaux lotissements créés au sein de la ville, caractérisés par la non-intégration de la voirie, du raccordement en eau et électricité, des services sociaux de base, hôpital, école, marché, espaces verts, l'aménagement des accotements, trottoirs et caniveaux. Cette situation entraîne comme conséquence notamment les érosions, les inondations, les glissements de terrain, les constructions anarchiques et autres. Dans le but de lutter contre ces désordres, l'exécutif provincial de Kinshasa s'est doté d'un outil de référence pour son urbanisation, à savoir le plan directeur d'aménagement de la ville, suivant les normes universellement admises en vue de sa modernisation et de son embellissement. Aussi, en attendant la mise en application effective de ce plan, dans une action concertée entre le gouvernement central et le gouvernement provincial, l'autorité urbaine se trouve dans l'obligation de procéder, pour les raisons d'ordre et de sécurité, à la suspension de tout nouveau lotissement dans la ville de Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs, tous travaux de construction dans les lotissements qui s'exécutent en dehors des normes si haut évoquées doivent être considérés comme des constructions anarchiques et s'exposent de ce fait à la démolition. Les récalcitrants s'exposeront à la rigueur de la loi. Ainsi fait à Kinshasa le 2 août 2019, Jantiningo Bilambaka, gouverneur de la ville. Pour copie certifiée conforme à l'original, Maître Frodi Bonzeki Iliki, directeur de cabinet. À l'intention de messieurs les chefs de division urbains de l'urbanisme et habitat tous, mesdames et messieurs les conservateurs des titres immobiliers tous, mesdames et messieurs les bourgmestres des communes de la ville de Kinshasa tous, mesdames et messieurs les chefs de quartier de la ville de Kinshasa tous à Kinshasa, concerne la suspension de nouveaux lotissements dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa connaît aujourd'hui une vaste extension, mais malheureusement, il se constate que les nouveaux lotissements n'obéissent aucunement aux normes requises de l'urbanisation. Le non-respect des normes urbanistiques est souvent à la base de plusieurs catastrophes que connaît la ville, telles que les érosions, les inondations, les glissements de terrain, les constructions anarchiques et autres. Dans le but de lutter contre ces situations, l'exécutif provincial de Kinshasa s'est doté d'un outil de référence pour son urbanisation, à savoir le plan directeur d'aménagement de la ville suivant les normes universellement admises en vue de sa modernisation et de son embellissement. Aussi, en attendant la mise en application effective de ce plan, dans une action concertée entre le gouvernement central et le gouvernement provincial, j'attire l'attention de l'opinion sur l'impérieuse nécessité que tout lotissement doit respecter, de par sa nature et sa vocation, les normes de l'urbanisme, à savoir l'intégration de la voirie, le raccordement en eau et en électricité, les services sociaux de base, hôpital, école, marché, espaces verts, les accotements. Par conséquent, je me trouve dans l'obligation de procéder, pour les raisons d'ordre de sécurité, à la suspension de tout nouveau lotissement dans la ville de Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs, tous travaux de construction dans les lotissements qui s'exécutent en dehors des normes si haut évoquées doivent être considérés comme des constructions anarchiques et s'exposent de ces faits à la démolition. Ce faisant, le ministre provincial des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat mettra en place un mécanisme pour la détection de tout lotissement créé en violation de toutes ces règles en vue de son annulation. Les récalcitrants s'exposeront à la rigueur de la loi. Sentiment patriotique signé Jantiningo Bilambaka, gouverneur de la ville.
Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, a accueilli triomphalement ce vendredi 2 août 2019 le chef de terre de la ville de Kindu en la personne de Salomon Lumbulumbu qui a regagné la contrée de ses ancêtres après 5 ans d'absence passés à Lubumbashi et à Kinshasa pour des raisons de santé. Après son accueil à l'aéroport de Kindu sous une pluie fine, le cortège s'est ébranlé à travers toute la ville jusqu'à Lumbulumbu, chef-lieu de la chefferie qui porte le même nom. Là, une foule nombreuse d'habitants en général et les Wasongola en particulier l'attendaient. La fête a été totale sous le rythme envoûtant de la danse Mokembe. Le chef Lumbulumbu et Papa Bongala qui l'accompagnaient n'ont pas résisté à la tentation d'esquisser eux aussi quelques pas des danses de Mokembe de Wasongola autochtones de la ville de Kindu. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Madame, Messieurs, la grand-messe des finances publiques, des questions économiques et des développements est ainsi dite. Merci à vous qui nous avez suivis depuis Kigali et Gisenyi au Rwanda. Le programme continue sur cette chaîne. Au revoir.